Donc, nous en étions rendus au mode de fonctionnement de la combustion de l'analyseur carbone-soufre. J'avais expliqué qu'on a besoin d'ajouter à chaque analyse, à l'échantillon, à l'intérieur du creuset, un élément métallique agissant comme accélérateur. Donc, normalement, c'est du tungstène ou un alliage tungstène éteint. En ce qui nous concerne, nous, ça va être justement l'alliage tungstène éteint qui est utilisé pour accélérer la combustion de l'échantillon. Maintenant, ce qui est important de mentionner pour que l'appareil puisse bien fonctionner et surtout donner des résultats représentatifs et exacts du carbone et du soufre à l'intérieur de l'échantillon analysé, il faut que le système permette de filtrer les sources d'interférence en rapport avec le carbone, le soufre. Donc, les sources d'interférence, c'est quoi? Ben, ce sont du carbone et du soufre qui proviennent d'ailleurs que de l'échantillon et qui peuvent se retrouver donc mélangés et donc ils vont accompagner le carbone qui lui provient de l'échantillon et être analysés euh, au niveau de la source infrarouge. Donc il faut absolument éviter que toute source extérieure à l'échantillon puisse être analysée avec le carbone et le soufre qui, eux, proviennent de l'échantillon. Donc, d'où peut provenir le carbone, en l'occurrence sous forme de CO2? Euh, il peut provenir des bouteilles de gaz, azote, oxygène, qui peuvent contenir des traces de CO2. Euh, on a aussi comme source d'interférence la vapeur d'eau, parce qu'on a vu dans la capsule précédente que la vapeur d'eau absorbe les mêmes longueurs d'onde que le CO2. Donc, ça veut dire que s'il y a vapeur d'eau qui accompagne le CO2 vis-à-vis la cellule infrarouge, la vapeur d'eau absorbe plus l'infrarouge que le CO2 dans la même longueur d'onde. Donc, on va donc surestimer la teneur en carbone de l'échantillon. Le système va penser que c'est du CO2 et non de l'eau qui passe à travers le détecteur et la source. Donc, il faut qu'il y ait absence totale de toute molécule d'eau entre la combustion de l'échantillon et l'analyse au niveau de la source infrarouge. Parce que la vapeur d'eau absorbe les mêmes longueurs d'onde. Donc, je rappelle là que la théorie de l'effet de serre du réchauffement climatique, la longueur d'onde, les deux longueurs d'onde que le CO2 est capable d'absorber et donc de faire monter en température la molécule, donc d'où théorie de réchauffement, ben, ces longueurs d'onde-là sont avant tout et de manière plus efficace absorbées par l'eau, la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Donc, il faut faire très attention à cette théorie-là et elle est vraiment, elle est appliquée au niveau de l'analyseur carbone-soufre. Donc, il faut absolument qu'il n'y ait pas d'eau. Donc, c'est même la principale source d'interférence possible et potentielle dans l'appareil. Et finalement, ce qui peut aussi gêner l'analyse, c'est la présence de poussière solide qui accompagne, qui est entraînée dans le gaz de combustion et dirigée vers les cellules parce que le rayonnement infrarouge va être aussi bloqué par la présence de poussière. Et donc, on veut que le détecteur, sa variation d'intensité détectée, doit provenir uniquement de l'absorption du CO2 et du SO2 et non pas ni de la vapeur d'eau ni de la poussière. Donc, en résumé, les interférents, le CO2 qui peut provenir des bouteilles ou provenir du creuset ou de l'accélérateur. Donc, vous voyez les sources possibles de CO2, il faut en tenir compte, autrement dit. La vapeur d'eau
peut aussi provenir des bouteilles, puis qui peut provenir aussi de la présence d'hydrogène dans le creuset, dans l'accélérateur, dans l'échantillon, et qui va être excédé sous forme de vapeur d'eau. Donc, l'eau absorbe plusieurs longueurs d'onde d'infrarouge. Donc, toute une gamme, on l'a vu dans la capsule précédente, dont celle utilisée pour le CO2 et le SO2. Donc, s'il y a présence d'eau dans le signal analysé, les concentrations de carbone et de soufre seront surestimées. Donc, autrement dit, si en réalité il y a 0,3% de carbone dans l'acier analysé, bien, le système va peut-être nous analyser 0,35, 0,4. Donc, le résultat va être non exact et surestimé. Et les poussières qui bloqueront, bien entendu, le rayonnement infrarouge et qui, eux aussi, provoqueront une erreur par excès. Donc, super important. Les filtres. Donc, les filtres, c'est la façon dont on va être capable d'enlever certaines des interférences. Donc, il y a 3 types de filtres dans l'appareil. Chacun de ces filtres-là sont conçus pour enlever une interférence, une source d'interférence précise. Le premier type de filtre, c'est de la laine de quartz. Donc, c'est du quartz, mais en laine, donc fabriqué de manière spéciale. Et cette laine-là va être placée avant et après la zone de combustion. La laine de quartz filtre tout ce qui est poussière solide qui peut être présente dans les bouteilles de gaz et surtout poussière générée par la combustion de l'échantillon après la zone de combustion et avant la zone des cellules infrarouges. Deuxième filtre nécessaire, donc, dont le nom s'appelle l'Ecosorb, c'est une marque commerciale. Son rôle est d'absorber le gaz CO2 et il est placé avant la zone de combustion. Il filtre le CO2 pouvant provenir des bouteilles d'oxygène et d'azote. Soit dit en passant, de parenthèse, là, je parle de bouteilles d'azote. L'azote ne participe pas à aucune réaction chimique. L'azote sert à 2 rôles, comme gaz porteur et aussi pour faire fonctionner les valves pneumatiques à l'intérieur de l'appareil. Donc, elle sert de force de pression pour faire fonctionner certaines valves. Donc, petite parenthèse fermée ici. Donc, l'Ecosorb filtre le CO2 pour pas que ce CO2-là puisse accompagner le CO2 provenant de la combustion de l'échantillon. Donc, il faut le filtrer avant. Et finalement, troisième filtre, donc du perchlorate de magnésium, extrêmement hygroscopique, ça veut dire très capable d'absorber toute trace d'humidité et de le retenir. Comme le laine de quartz, ce filtre-là est à 2 endroits. Avant la zone de combustion, donc de sorte à filtrer toute trace d'eau qui pourrait provenir des bouteilles d'oxygène et d'azote, puis après la zone de combustion, avant la cellule infrarouge, de manière à filtrer l'eau qui serait origine de la combustion de l'hydrogène présent dans les creusets ou dans l'échantillon ou dans l'accélérateur. Donc, l'oxygène des bouteilles d'entrée passe par un filtre de CO2, de poussière et de vapeur d'eau. Et le gaz de combustion, qui se dirige vers les cellules infrarouges, passe par un filtre de poussière et de vapeur d'eau. Bien entendu, il n'y aura pas de filtre à CO2, parce qu'on a besoin de CO2 pour faire l'analyse aux cellules infrarouges à la sortie de la zone de combustion. Donc, ce que je vous montre ici, là, ce sont des images représentatives des filtres. Les filtres, c'est quoi? C'est tout simple, c'est des tubes de verre dans lesquels on va incorporer les produits filtrants, tout simplement.
Donc, vous voyez le premier filtre, c'est un tube de verre, et dans lequel il y a trois couches. La couche du bas, qui est la laine de quartz. Ensuite, vous avez le permanganate de magnésium qui filtre la vapeur d'eau. Et une autre couche de laine de quartz par-dessus. Ça, ce filtre-là, il est à la sortie de la zone de combustion. Le premier, soit dit en passant, qui est complètement à gauche, là, il est à la sortie de la zone de combustion. Vous avez une cellulose, dont je vous parlerai tout à l'heure. Moi, je ne l'ai pas encore expliqué son rôle, mais qui est à la toute fin du processus. Vous avez le troisième, qui est aussi, dont je ne vous ai pas parlé encore, ça ne sera pas long. Vous avez le quatrième filtre qui, lui, est à l'entrée. Donc, lui, il est tout de suite là, c'est le premier filtre que le gaz rencontre avant d'aller dans la zone de combustion. Donc, c'est ce filtre-là qui va filtrer le CO2, les poussières et la vapeur d'eau qui peuvent se retrouver dans les bouteilles. Donc, vous voyez que le tube contient trois produits. Okay? Donc, dans chaque extrémité, il y a une couche de laine de quartz, en bas et en haut, qui filtre les poussières. Ensuite, la zone en brun ou en kaki, c'est le lécosorbe qui absorbe le CO2 pouvant provenir des bouteilles. Et finalement, l'anhydrone qui va filtrer la vapeur d'eau qui peut aussi provenir des bouteilles. Donc, c'est le quatrième fil que vous voyez à partir de la gauche. En réalité, c'est le premier fil rencontré dans le système. Et puis, le dernier, ben, je vous en parlerai plus tard. Là. Je ne sais même pas si ce filtre-là est réellement présent dans notre appareil. Voilà. Et là, je suis les étapes là, dans l'ordre chronologique de l'analyse. Donc, du coup que la combustion est effectuée, donc le gaz provenant des deux bouteilles, oxygène et azote, il y a une partie de l'oxygène qui, bien entendu, sert à faire la combustion. Il reste encore beaucoup d'oxygène, et l'azote qui va entraîner avec lui le CO2 et le SO2 formés lors de la combustion. Et ce gaz-là est précieusement conservé là, parce qu'il faut vraiment garder tout le CO2 et le SO2. C'est la raison pour laquelle le système doit être étanche. Il ne doit pas y avoir de fuite dans l'appareil. Je vous expliquerai ça plus tard. Donc, les deux gaz précieux qu'on a, SO2, CO2, sont, avec le débit du gaz, entraînés vers une première cellule. Donc, la première cellule que le mélange gazeux rencontre ou traverse, c'est la cellule pour l'analyse du soufre. Donc, le SO2, c'est un gaz qui est capable d'absorber quelques longueurs d'onde dans l'infrarouge, dont une longueur d'onde spécifique à 7,35 microns. Donc, la cellule infrarouge, ben, c'est comme je vous ai expliqué à la capsule précédente, là, c'est une pièce de métal qui est chauffée électriquement, qui émet plusieurs longueurs d'onde d'infrarouge, et il y a un filtre qui permet de faire traverser uniquement la longueur d'onde de 7,35 microns. Donc, c'est la seule qui sort de la source, qui va donc traverser le parcours du gaz et à l'autre bout se retrouver sur le détecteur. La deuxième cellule que le gaz va rencontrer après, c'est le carbone. Donc, le soufre est analysé en premier, autrement dit, et ensuite, c'est le carbone qui est analysé. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la zone de combustion, il y a 97% du carbone qui est dans l'échantillon qui est brûlé complètement et donc génère du CO2. Mais il y en a une petite proportion, à peu près 3%, dont la combustion n'est pas complète. Donc, monoxyde de carbone. Donc, il manque un oxygène, autrement dit, c'est du monoxyde de carbone. Donc, je fais une petite parenthèse, là, dans les médias, là, c'est bizarre un peu parce que c'est pas très scientifique, mais souvent on parle de réchauffement climatique,
Puis ça arrive souvent qu'on mélange deux gaz complètement différents, en l'occurrence le monoxyde de carbone et le dioxyde de carbone. Ils n'ont pas du tout les mêmes propriétés. Le monoxyde de carbone, c'est un gaz très toxique. OK? Donc, ça, si vous respirez ça, là, c'est en concentration pas très élevée, vous allez sentir un engourdissement. Donc, vous allez sentir, il n'y aura pas de souffrance associée à respirer ce gaz-là. Ça va faire après le même effet que si vous preniez une forte dose de pilules pour dormir. Là. Vous allez sentir engourdi, puis vous allez mourir. Parce que le monoxyde de carbone remplace l'oxygène dans l'absorption de par les globules rouges dans le sang. Et il a plus d'affinité avec les globules rouges qu'avec l'oxygène lui-même. Donc, si vous respirez du monoxyde de carbone, mais vos cellules n'ont plus d'oxygène et donc vous mourrez en quelques minutes. Donc, c'est très toxique. Ça existe, les intoxications au monoxyde de carbone sont choses pas si rares parce que des fois, il y a des systèmes de chauffage dans des bâtiments qui deviennent défectueux et qui ne brûlent pas complètement le combustible et on peut se retrouver avec des concentrations de monoxyde de carbone et entraîner des décès ou des problèmes respiratoires. Le dioxyde de carbone, lui, c'est pas du tout ça. C'est pas toxique. Donc ça, si vous respirez ça, ça fait rien. Dans le fond, c'est ça que vous avez dans vos poumons quand vous respirez. Donc c'est déjà complètement brûlé. Ça ne peut pas réagir chimiquement avec rien. C'est presque c'est pas inerte, mais c'est stable. Donc, ça, là, pour que ça devienne toxique dans l'atmosphère de la Terre, il faudrait qu'il y en ait à peu près, là, ça commence à être toxique pour les êtres vivants à peu près à 7-8 000 parties par million. Là, présentement, on est à 400. Donc, on ne réussira jamais à brûler tout le pétrole et tous les gaz naturels pour grimper de 400 à 5000 ppm dans l'atmosphère. Ça, c'est impossible. Puis le CO2, c'est non combustible. Donc, quand vous entendez dire qu'à cause du CO2 dans l'air, la planète va brûler, non. On ne peut pas brûler quelque chose avec du CO2. C'est de l'oxygène. S'il y a trop d'oxygène dans l'atmosphère, là, on est à 21%. S'il y a 23% d'oxygène dans l'air, là, l'atmosphère devient combustible. Parce que l'oxygène, c'est un comburant. Donc, l'atmosphère pourrait s'embraser s'il y a trop d'oxygène. Pas s'il y a trop de CO2. Donc, ça, on entend toutes sortes de conneries à propos du dioxyde de carbone. Et je vous rappelle que le dioxyde de carbone, c'est le gaz qui est à l'origine de la vie. Pas de CO2 sur Terre, pas d'arbres, pas de vie. Donc, ça prend trois gaz pour faire de la vie sur Terre. Si vous manquez un des trois, ça ne fonctionne pas. Ça prend de l'oxygène, ça prend du CO2, ça prend de l'eau. Puis le haut n'a pas besoin d'être sous forme gazeuse pour assurer la vie, mais le CO2 et l'oxygène doivent être présents obligatoirement. Parce que c'est ce que les plantes mangent. C'est ce qu'ils absorbent pour faire la photosynthèse. Ils recrachent de l'oxygène et le carbone sert à construire l'arbre, la plante. La plante est faite de carbone. Donc, pas de CO2 dans l'atmosphère, pas de vie. Puis plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus les arbres sont en santé, plus elles se développent vite, plus elles sont grosses. Donc la raison pour laquelle, il y a plusieurs centaines de millions d'années, à l'ère préhistorique, pourquoi que les arbres étaient si gros et les animaux étaient si gros, c'est parce qu'à l'époque, à cause de l'activité volcanique qui était plus intense, la teneur en CO2 pouvait atteindre entre 3, 4, 5 000 parties par million, ce qui est beaucoup plus qu'aujourd'hui. Les teneurs en CO2 étaient à peu près 20 fois supérieures au niveau actuel. Donc, quand il y a beaucoup de CO2 dans l'air, les plantes, les plantes absorbent dans un temps donné, dans une seule respiration, beaucoup plus de carbone. Donc, ça développe beaucoup plus fort, beaucoup plus élevé. Donc, c'est un peu comme construire une maison. Si je vous donne plus de briques, vous êtes capable de construire une maison plus grosse et plus solide. C'est exactement la même chose ici. Donc ça, c'est jamais mentionné, ça, mais vous allez voir sur Internet, là, sur YouTube, et puis allez voir, il y a beaucoup d'animations où il y a des tests scientifiques, ils comparent la taille des plantes en fonction de la teneur en CO2 dans l'air. Et puis vous allez voir que
C'est vraiment spectaculaire comme effet, le fait de grimper de 100, 200 parties par million de CO2. Les plantes deviennent beaucoup plus grosses, beaucoup plus en santé. Euh, Ceux qui produisent la marijuana en serre achètent des bouteilles de CO2 et ils en ajoutent dans les serres pour aider au développement des plantes. En l'occurrence ici la marijuana, mais c'est vrai pour toutes les plantes, pour accélérer leur croissance et optimiser finalement l'espace utilisé pour développer ces plantes-là. Donc, arrêtez de croire que le CO2 c'est toxique ou que c'est dangereux pour l'environnement, c'est le contraire. Plus il y en a de CO2, mieux c'est, mais jusqu'à une certaine limite, bien entendu. Là. Mais à 2, 3, 400 parties par million, 400 ppm comme on est aujourd'hui, là, c'est les données scientifiques prouvent qu'on est dans, si on se réfère aux 400 000, 500 000 dernières années, où on a des informations précises sur la teneur en CO2 des 400 millions, c'est-à-dire les 400 000 dernières années. On est dans une période là, où le taux de CO2 est particulièrement bas, de manière naturelle, bien entendu. Là. Donc, il a déjà été plus élevé, là, bien souvent, et beaucoup plus élevé dans le passé, il y a plusieurs milliers d'années, plusieurs centaines de milliers d'années, plusieurs millions d'années. Donc, c'est pas exceptionnel, là, le fait que le CO2 grimpe là, un petit peu là, de 300-400 parties par million. Là. La Terre en a vu bien d'autres. Donc, catalyseur platine silicium, ça, c'est une composante qui est placée entre les deux cellules infrarouges. Donc, je vous ai dit, la première cellule que le gaz va rencontrer, c'est la cellule pour l'analyse du soufre. Ensuite, le gaz est dirigé vers un catalyseur. Un catalyseur, c'est quoi? C'est une petite composante dans l'appareil qui est constituée de billes de platine et de silicium et qui est chauffée à 350 degrés C. Le gaz, il va passer à travers les billes. Et ce qui va arriver, c'est que l'oxygène qui accompagne déjà le gaz porteur avec le CO et le CO2 et le SO2, ben, il va y avoir deux réactions chimiques. Donc, le monoxyde de carbone, là, je vous ai dit tantôt qu'il y avait 3% de monoxyde de carbone, ben lui, il faut le brûler en CO2. Ce qu'il n'a pas été capable de faire le four à induction auparavant. Donc, il faut absolument compléter sa combustion parce que la source infrarouge, elle est absorbée par le CO2 et non pas par le monoxyde de carbone. Donc, le carbone associé au monoxyde de carbone, là, si je le laisse comme ça, il ne sera pas tenu en compte dans l'analyse. Parce que l'infrarouge ne sera pas absorbé par le monoxyde de carbone. Donc, il faut transformer absolument ce monoxyde de carbone-là en dioxyde de carbone. Donc, compléter, autrement dit, la combustion. Et ça va se faire dans le catalyseur à billes de platine et de silicium chauffé à 350. Et en même temps, dans le même catalyseur, qu'est-ce qui va arriver? Bien, le SO2, là, lui, c'est une molécule instable, le SO2. Donc, il faut compléter sa combustion aussi. Donc, là, cette étape-ci, le SO2, on n'en a plus besoin. Parce que là, l'analyse du soufre a été faite. On est à la sortie de la cellule d'analyse du soufre. Donc, on n'a plus besoin du SO2. Donc, pour des raisons ici de sécurité et de santé, on va compléter la combustion du SO2 et le convertir en SO3, qui est plus stable, moins toxique. Parce que ces gaz-là qui sont utilisés, ils se retrouvent éventuellement dans l'atmosphère du local. En petite quantité, mais quand même. Donc, si on veut rendre l'atmosphère du local plus sécuritaire, il faut donc convertir les molécules potentiellement plus toxiques en molécules moins toxiques. Ce qu'on fait ici, SO2 en SO3. Et à la sortie du catalyseur, il y a un filtre qui, lui, est uniquement conçu pour retenir le SO3, pour pas qu'il se retrouve dans le gaz de sortie de l'appareil et se retrouver dans le local, parce que c'est quand même un gaz sulfureux. Donc, il y a un filtre de cellulose. Et là, je ramène ici, c'est le deuxième filtre à partir de la gauche, là, qui est tout en blanc cassé. Donc, ça, c'est placé à la sortie de la cellule du catalyseur platine-silicium avant la cellule de l'analyse du CO2 ou du carbone.
Ensuite, là, le gaz, donc tout le CO2, parce que maintenant, cette étape-ci, tout le carbone est sous forme de CO2, il est dirigé vers la deuxième cellule d'analyse pour l'analyse du CO2. Et la longueur d'onde spécifique utilisée, elle est exactement de 4,27 microns. Donc encore, c'est la même chose là, que la première cellule, c'est-à-dire qu'on a une source infrarouge, une plaque de métal chauffée pour lui faire émettre de l'infrarouge, et il y a un filtre qui laisse passer uniquement la 4,27 microns. Là, je ramène l'importance de cette longueur d'onde-là parce que donc 4,27, là, si vous regardez l'échelle, on est à 1 micron. La deuxième barre après le 1, c'est 2. La troisième, c'est 4. Donc 1, 2, 3, 4. Donc vous voyez, là, vous êtes en mesure de voir où est-ce que vous êtes à 4 microns. À partir de 1, c'est deuxième, troisième, quatrième barre. Si vous montez perpendiculairement à ça, vous arrivez grosso modo à 4,27. Là, vous êtes en plein sur la bande absorbable, là, ce que vous voyez, le pic en gris là, du CO2. Là. Okay? Ça, c'est l'absorption de l'atmosphère, mais ça permet de voir quelle bande de longueur d'onde chacun des gaz est capable d'absorber. Bien, vous voyez bien. Et là, ce qui est particulier avec ça, c'est pourquoi que les compagnies font exactement le choix de 4,27 qui correspond. Parce que, regardez celle de l'eau, l'eau, elle absorbe pratiquement pas cette longueur d'onde-là. Juste un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Donc, le 4,27, c'est la seule longueur d'onde que le CO2 est capable d'absorber, que l'eau n'absorbe pas. Donc, 4,27 microns. Et l'énergie qui est absorbée au total par l'atmosphère de la Terre, c'est tout ce qui est englobé en haut. Là. Le premier, toute la zone grise en total absorption and scattering. Là. Ça, si vous faites la surface sous la courbe de tout ça, là, ça correspond à l'énergie absorbée par l'atmosphère terrestre. Okay? Toutes les longueurs d'onde. Mais elle est séparée. Chaque gaz va absorber, l'eau absorbe presque la totalité. Regardez. Ça, c'est le total. Puis regardez l'eau. On voit bien que l'eau absorbe. C'est elle qui contribue. La vapeur d'eau contribue pour 95% au total du réchauffement, de l'échauffement de l'atmosphère et donc aussi de l'effet de serre, si on peut dire. Donc, c'est l'eau qui en est responsable. Et vous regardez le CO2, dans certaines bandes, ben, la vapeur d'eau s'en charge aussi, sauf, et celle-là aussi, à 1,8 microns. Il y a juste à 4,27 microns que là, on peut dire que c'est seulement le CO2 qui est capable d'absorber. Donc, c'est pour ça que la compagnie choisit 4,27 parce qu'on est beaucoup moins dérangé par la vapeur d'eau. On ne veut pas que la cellule infrarouge puisse être le détecteur s'il y a éventuellement présence d'eau, malgré qu'on le file, comme on l'a vu tantôt, mais encore là, on ne prend pas de chance. On utilise une longueur d'onde que la vapeur d'eau sera pratiquement ou très peu capable d'absorber. Et là, je reviens encore ici, là, dans le cas de l'atmosphère, je le répète, là, vous êtes en mesure de voir qu'à 4,27 microns, là, le pic arrive jusqu'à 100%. Donc, la longueur d'onde que le CO2, c'est dans cette longueur d'onde-là que le CO2 contribue pour le plus pour le réchauffement de l'atmosphère. Mais sa capacité d'absorber, elle est actuellement atteinte. Regardez, le pic arrive à 100%. Donc, c'est un peu comme de l'argent, là, la capacité d'absorber d'un gaz. Tant aussi longtemps qu'il y a de l'argent dans les poches, si on lui demande de dépenser plus, il y en a, puis il va sortir l'argent de ses poches. Mais si vous avez tout dépensé, vous ne pouvez plus contribuer à rien. C'est exactement la même chose. Le CO2 a contribué, de par sa concentration, à tout le réchauffement, l'absorption qu'il était capable de faire. Ça correspond en physique à la loi de Beer-Lambert. Donc, les phénomènes d'absorption, elles sont limitées par la concentration. C'est une fonction logarithmique. Je vais mieux l'expliquer pour l'appareil à absorption atomique.
Autrement dit, on arrive à une concentration où on atteint un point limite de saturation. Et j'ai beau ajouter du gaz, l'absorption est arrêtée. L'augmentation de l'absorption et donc du réchauffement, parce que le réchauffement se fait par absorption, il s'arrête. Donc, c'est un peu comme, l'analogie que je peux avoir, c'est un peu comme si vous vouliez cacher de la lumière dans une pièce. Pardon, vous voulez bloquer la lumière provenant du soleil dehors, mais vous allez mettre un premier drap. Ça fait une différence quand même bien. Vous allez mettre un deuxième, un troisième drap, un quatrième drap. À chaque fois que vous mettez un drap supplémentaire, la quantité de lumière, il fait de plus en plus noir dans la chambre. Mais vous arrivez à un stade, à un moment donné, où vous êtes rendu au 20e drap. Là, le 20e drap vous a permis d'aller chercher la noirceur totale. Vous avez beau en mettre un 30e, un 60e, un millième, ça ne fait plus aucune différence. C'est exactement le même principe. Donc, à 400 parties par million aujourd'hui, actuellement, on est à une quantité de draps où tu as beau en ajouter, ça ne fait pas de différence. Donc, on a beau ajouter du CO2 présentement, on est déjà à 100%. Donc, c'est... Mais bon, je me suis à l'expliquer des fois, mais c'est trop scientifique, on dirait. Quand ça devient trop scientifique, là, le commun des mortels, il décroche. On préfère croire ou s'attacher à des notions très simplifiées et incomplètes. Mais quand ça devient un peu trop compliqué, parce que c'est les lois, la physique, c'est compliqué. La nature, de la manière qu'elle fonctionne, c'est complexe. Mais on n'a pas le choix d'en tenir compte. Sinon, on n'est pas représentatif. On finit par pas dire la vérité lorsqu'on veut trop simplifier pour expliquer certains phénomènes. Là, à partir de ce moment-ci, ce que je vais faire, je vais vous montrer. J'ai réussi à aller chercher sur le site même du fabricant une petite vidéo. À ce stade-ci, je pense que ça vaut la peine de la présenter, à condition que ça veuille démarrer, bien entendu. Hein? Ah, ben oui, c'est bon. Donc, vous voyez ici le système carbone soufre. Il n'est pas identique. Ça, c'est le système de filtration. Hop, je vais, je vais fermer le son. Enlever le son. Donc, la zone d'induction. Un petit peu légèrement en bas de 2000 degrés C. Donc, vous voyez, on prépare l'échantillon. On a recours à une balance. Et ce que la dame fait présentement, c'est qu'elle ajoute de l'accélérateur dans le creuset d'analyse. On peut le faire, le creuset, il n'est pas obligé d'être tout de suite sur la balance. On peut mettre l'accélérateur avant de placer le creuset sur la balance. Il n'y a pas de problème. Ah oui, puis là, oh, ça a été vite ici. Là. Oh, misère. OK. Donc, là, ce que je veux dire, c'est que pourquoi une balance? Parce que si on veut que le système nous donne directement une concentration en pourcentage massique, le système, lui, est capable de lui-même, il va être capable de nous donner en bout de ligne, il est capable de déterminer la masse de carbone. Mais le pourcentage massique, le système, lui, il doit connaître aussi la masse totale de l'échantillon. Donc, c'est pour ça que nous, en parallèle, on doit auparavant faire à l'analyse, aller mesurer la masse précise de l'échantillon qui est analysé. Donc, c'est simple, là, on met le creuset, on met l'accélérateur, ensuite on remet à zéro, on fait une tare, et ensuite on met l'échantillon pendant qu'il est sous la balance. La balance lit donc le poids de l'échantillon uniquement. Et il est possible, en appuyant sur un simple bouton sur le logiciel, de faire transférer le résultat de la balance au logiciel de l'appareil. Comme ça, ben après ça, la machine, le logiciel va nous donner directement une valeur en concentration massique. Lui, il va connaître la masse de carbone. On lui aura donné la masse totale de l'échantillon, donc pourcentage massique. Donc là, ça, c'est l'accélérateur. L'accélérateur, soit dit en passant, là, on ajoute une quantité bien précise à chaque fois. Donc, d'où l'utilisation de la petite mini-pelle que vous avez vue tantôt. On place l'échantillon dans la zone de combustion. Et là, l'échantillon, ce qu'il fait, ben lui, il est placé directement au centre de la zone d'induction. Donc, vous avez le filament de cuivre ici en solénoïde qui crée le champ magnétique.
Donc, la présence d'accélérateur, la réaction de combustion est très très rapide, un petit peu en bas de 2000 degrés C. Et là, vous voyez les gaz, la poussière et les gaz qui est générée en haut. Et ces gaz-là est récupéré, dirigé vers des filtres, comme on a vu tantôt. Donc, une poussière. Le catalyseur qui est représenté ici, platine silicium. Donc, c'est là, l'animation passe plusieurs étapes. Là. Moi, si j'avais fait l'animation, j'aurais été un petit peu plus. J'aurais peut-être expliqué le passage dans chacun des filtres, mais en tout cas, on va y aller comme ça. Donc, ça, c'est la cellule. Là, ça, c'est l'infrarouge. Donc, au fur et à mesure, et là, ce qui est intéressant de voir ici, là, je vais revenir. Ça, c'est la cellule infrarouge. Attendez un instant, je vais revenir en arrière. J'aurais dû l'écouter avant l'animation, comme ça. C'est la première fois que je le vois aussi avec vous. Là. Bon, les filtres. Ça, c'est l'absorbeur d'humidité. C'est beau. Ça, c'est le gaz qui passe. Ça, c'est la cellule infrarouge. Puis ce que vous voyez en bleu, ben, c'est le gaz qui passe à travers. Donc, qui absorbe. Et ça, ben, ce que vous voyez en pointillé, ben, c'est le rayonnement qui, lui, a été en partie absorbé, qui va être dirigé vers le détecteur. Je pense que c'est ça qu'on veut. Ouais, je n'étais pas sûr, ça avait l'air d'un ventilateur. En tout cas, peu importe, là. Donc, le gaz, quand il passe à travers le rayonnement infrarouge, ben, le détecteur transmet à chaque fraction de seconde le niveau d'intensité qu'il reçoit. Donc, c'est ce qui est en axe des Y, là, en fonction du temps. Donc, pendant tout le moment où le gaz passe, ben là, il va avoir la surface sous la courbe va nous donner, c'est pendant 45 secondes environ. Puis là, ben, la surface de la courbe va correspondre à la quantité de gaz absorbant qui a passé au total. Donc, je pense que je sais pas s'il y a d'autres choses de peut-être intéressant à voir avec ça. Parce que c'est une vidéo promotionnelle. J'ai essayé d'utiliser juste la partie intéressante. Là. Le reste, je pense que c'est pas mal pour vendre. Donc, bien entendu, on utilise un logiciel qui n'est pas celui-là d'ailleurs, pour faire ajuster, pour faire l'interprétation. OK. Bon, je pense que c'est suffisant. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y a à dire avec ça? Donc, mode de fonctionnement, mesure de l'absorption de l'infrarouge. Maintenant, on va aller un petit peu préciser les composantes au niveau de la source et du détecteur. Donc, le rayonnement infrarouge est produit à l'aide d'une source de rayonnement qui est chauffée à 850 degrés C. Une plaque de métal, je pense que c'est... Je croyais que c'est celle du nickel, mais je ne suis pas certain. Des fils permettent la sélection des longueurs d'onde requises, comme je vous expliquais tout à l'heure. Le signal sortant est d'environ 20 millivolts en courant alternatif et il est amplifié et converti en courant continu. Donc le signal résultant d'environ 8,5 volts. Donc ça c'est le signal électrique géré au détecteur. Donc comme je l'ai expliqué dans la capsule précédente, la courbe verte représente l'évolution de l'intensité du signal reçu au détecteur lorsque le gaz passe entre la source et le détecteur. Donc, vous voyez que le signal baisse parce que le CO2 et le SO2 absorbent le signal, donc il en arrive moins au détecteur. Et la courbe rouge, ben, à l'inverse, ça correspond donc à la quantité du gaz pour un temps donné qui est entre le détecteur et la source, qui augmente dans la première moitié du temps d'analyse et ensuite qui rebaisse jusqu'à la fin de l'analyse. Et la surface sous la courbe rouge représente la quantité totale de carbone ou de soufre
qui est passé dans la cellule pendant le temps d'intégration qui est d'environ 45 secondes. Ce qui est important maintenant de savoir, c'est qu'il s'agit d'une méthode comparative. Donc, autrement dit, on compare la surface sous la courbe de la courbe rouge obtenue par la combustion d'échantillons standards, c'est-à-dire dont on connaît déjà les concentrations en carbone et soufre précises. Et là, on va faire une corrélation entre surface sous la courbe, concentration en carbone et en soufre aussi. Donc, et là, ça va donner, on va faire ça pour plusieurs concentrations différentes en carbone. Et à chaque fois, on va aller évaluer la surface sous la courbe que ça donne. Et on fait une courbe de calibration, si on veut, surface sous la courbe, en fonction du taux de carbone. De sorte que lorsqu'on analyse un inconnu, ben, l'analyse va nous permettre d'avoir de la surface sous la courbe. Et cette surface sous la courbe-là, on va aller lire sous la courbe de calibration et obtenir à quoi ça correspond en teneur en carbone. Donc, vous voyez, c'est comparatif, comme la plupart comme à peu près tous les systèmes d'analyse chimique. C'est tout le temps comparatif. Donc, avant de bâtir les courbes, il faut faire le zéro de l'appareil en analysant un blanc. Donc, à chaque fois qu'on retravaille une courbe, soit qu'on en refait une ou qu'on l'ajuste, il faut savoir la quantité de carbone et de soufre qu'il y a dans l'accélérateur et dans le creuset. Ça, on ne peut pas les filtrer. Parce que c'est ce carbone-là et ce soufre-là qui provient de l'accélérateur et du soufre et du creuset. Ben, je peux pas l'enlever après parce que sinon j'enlèverais tout le CO2, le SO2 de la combustion complète. Donc, on ne peut pas filtrer du CO2 provenant du creuset, en faire la différence. Donc, je ne peux pas dire, OK, ce CO2-là, il vient du creuset et ce CO2-là, il vient de l'échantillon. On ne peut pas faire ça, OK? Donc, ils sont pareils, le CO2. On peut pas. Donc, par contre, ce qu'on peut faire, c'est de brûler, de faire des combustions sans échantillon, juste creuset et accélérateur, afin de voir, de nous permettre d'avoir la surface sous la courbe générée par la combustion de pas d'échantillon. C'est-à-dire, là, on va faire, autrement dit, on va tout simplement faire sortir le carbone et le soufre provenant du creuset et de l'accélérateur. Donc, c'est ça, faire un blanc. Okay, on brûle une certaine quantité, généralement c'est trois fois. On va aller chercher la surface sous la courbe générée pour brûler, pour faire ressortir le CO2 et le SO2 provenant du creuset accélérateur. D'un coup, je vais savoir cette quantité-là. Mais pour chaque analyse que je vais faire d'échantillon, je vais enlever cette quantité-là, de sorte qu'on va avoir que le carbone et le soufre provenant uniquement d'échantillons, sans tenir compte du carbone et du soufre qui provient de l'accélérateur et du creuset. Donc, vous voyez? Donc, ça s'appelle faire un blanc. Un blanc, c'est de connaître la quantité de carbone et de soufre qui provient du creuset et de l'accélérateur, de façon à ce que j'enlève cette quantité-là lors de l'analyse d'échantillons. Et des standards aussi. Donc, on bâtit les courbes de calibration. Donc, moi, dans le cours, là, avec vous autres, là, vous allez utiliser le carbone soufre avec des courbes déjà faites. J'ai pas beaucoup de temps pour les labs, là, puis j'estime là que faire des courbes de calibration, je pourrais réserver ça aux étudiants qui vont refaire un cours d'analyse chimique avancée prévu en dernière année, uniquement dédié aux étudiants en option contrôle. Bon, à vous aurez l'occasion de refaire du carbone soufre, mais cette fois-ci, dans le but de faire des courbes de calibration complètes avec 4 ou 5 standards différents. C'est relativement long à faire. Faut brûler au moins une vingtaine faut faire au moins une vingtaine de combustions, faire un petit calcul. Bon, fait que j'ai pas de temps pour ça dans ce cours-ci. Mais sachez qu'il est possible de faire des courbes de calibration avec notre appareil en recourant à un minimum 3 standards de concentration en carbone et soufre différents.
Mais vous, dans le cours, vous allez, comme je l'ai dit, faire des analyses avec des courbes déjà existantes, qu'il va falloir par contre vérifier et peut-être réajuster. Donc, ce qu'on appelle faire une correction de dérive. Donc là, je me rends compte que j'ai peut-être oublié pour vous expliquer la correction de dérive par rapport à la calibration, là, j'aurais fallu que j'utilise un petit dessin. Bon, j'expliquerai ça dans l'autre capsule. Je prendrai là, une petite parenthèse là, dans la prochaine capsule pour expliquer correctement qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait une correction de dérive et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait une calibration. Comme pour le spectromètre à émission optique, il existe des normes concernant l'utilisation des appareils d'analyse carbone-soufre. Donc, principalement les normes ASTM E1806 et ASTM E1019. Donc, la 1806, ça concerne simplement l'analyse carbone et soufre principalement des alliages ferreux. Tandis que l'autre norme, la S1019, c'est pas uniquement le carbone et le soufre, mais aussi l'azote et l'oxygène contenus dans les aciers, les alliages de nickel et les alliages de cobalt. Donc, il existe à la fin de la section carbone-soufre une liste de questions en rapport avec les deux normes, ASTM 1806 1019. Donc, je vous inviterai à aller lire au moins ces normes, les consulter, de façon à être capable de répondre à la série de 11 questions que vous avez ici, de manière à vous-même être capable de déterminer finalement les éléments importants pour bien appliquer la norme au niveau de l'utilisation de l'analyseur carbone-soufre. Voilà. Et là, la prochaine capsule va être dédiée à la fluorescence X. Donc, ça complète pour la quatrième semaine de cours. Merci.